Hey, what's up puzzle lovers and welcome back to the series Get to Know a Puzzle Lover. In this series, I meet puzzlers from around the world and ask them some questions to get to know them better. In today's episode, I met Guillaume, a French puzzle collector. This interview will be in French, so don't forget to activate your English subtitles. I hope you will enjoy this episode. Let's get into it! Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Bonjour, ça va super bien et toi? Je vais très bien, merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup pour ta participation à cette mini-série et je suis vraiment heureux de pouvoir faire ta connaissance et d'en savoir plus sur ton parcours de collectionneur de casse-tête. Souhaiterais-tu, avant tout, te présenter rapidement d'où tu viens, le pays, quel est ton travail si tu le souhaites? Je m'appelle Guillaume, j'habite dans les environs de Lyon et je suis informaticien. Et puis à côté de ça, j'aime pas mal de choses, dont les casse-têtes, les jeux mathématiques, ce genre de choses. Le jeu de Go également. Dans le premier épisode de cette série, j'ai répondu à des questions amusantes liées au casse-tête. Et j'ai pensé que ce serait bien de connaître tes réponses aux mêmes questions. Du coup, on va commencer par quelques questions basiques. Et la première question va être: comment es-tu entré dans le milieu du casse-tête? Ça, c'était vraiment quand j'étais gamin à la maison, il y avait un ou deux petits casse-têtes comme ça, des jeux. Il y avait le Tangram notamment, avec le livre de Tangram, tu sais, où il y a des milliers de figures, c'est assez extraordinaire, le petit livre des éditions Chêne. Et puis, il y avait un petit casse-tête en bois, et quand j'étais petit, j'avais 7 ans, j'étais incapable de le faire. Ah, ça m'énervait. Et plus tard, quand j'ai eu 12 ans, à cette époque-là, en France, dans les magasins, il y avait Arjeux qui vendait plein de casse-têtes. Alors quand on rentrait dans un magasin de jeux, il y avait un petit rayon casse-tête en bois. Ils étaient jolis, avec leur couleur un petit peu chocolat. Et donc je demandais à ma maman de m'en acheter. Et à chaque fois, j'y arrivais pas du tout, alors je piquais des colères. Jusqu'au jour où je suis tombé sur un casse-tête, et alors là c'était une révélation, c'était un casse-tête connu, c'était la petite croix à 6 pièces de Philippe Dubois, et là tout s'est emboîté comme il faut, dans une logique tout à fait rigoureuse, et là c'était merveilleux, je me dis, il m'en faut plein d'autres. Et puis après, avec le temps, Arjeux a arrêté de faire des casse-têtes, on a vu de moins en moins. Et puis c'est beaucoup plus tard, vers 2010, je me suis dit, mais au fait, si je faisais une petite recherche sur Google pour voir si on trouve encore de ces vieux casse-têtes. Et là, le monde s'est ouvert, j'ai découvert qu'il y avait des fabricants partout dans le monde. Alors j'ai recommandé un casse-tête compliqué à Brian Young sur son site Mr. Puzzle. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, j'ai fait la rencontre de Maurice Vigourou, qui est un artisan qui fabrique des casse-têtes. Et comme il a vu qu'il y avait des gens que ça intéressait, ça a créé une sorte d'émulation. Et donc il s'est mis à en fabriquer de plus en plus. Et du coup, maintenant, quand on regarde ma collection, la moitié des casse-têtes, c'est des casse-têtes fabriquées par Maurice Vigourou. Donc tu énonçais un peu plus tôt le C-Cross. Et du coup, quel est ton type préféré de puzzle mécanique? Je dirais que mon type préféré, c'est les bursts, c'est-à-dire des casse-têtes en bois, comme celui-ci, avec des pièces qui s'entrecroisent, des interlocking, comme on dit en anglais, et où il va falloir effectuer des mouvements successifs, un petit peu pour explorer les possibilités. Et là, ça débloque une pièce, et là, ça en débloque une autre. Et ça, j'adore, quoi. Toute la séquence labyrinthique dans laquelle on va avancer, découvrir des trucs, des allées cachées, des cul-de-sac et tout ça. C'est vrai. Du coup, quel est un de tes concepteurs de puzzle préférés? Alors mes concepteurs préférés, je dirais, ça va être un concepteur assez peu connu qui est Donald Osseller et qui a conçu très peu de casse-têtes en fin de compte. Alors Donald Osseller, il a conçu tout d'abord ce casse-tête-là qui s'appelle le Xénon. Donc c'est ce qu'on appelle un board burr, c'est-à-dire un casse-tête qui est fait de plaques enchevêtrées. Et j'ai aussi ici un autre design qu'il a conçu qui est absolument magnifique, qui est l'Ultrabur, et qui a été ici fabriqué par Maurice Vigourou. Et ce qui est intéressant dans les designs de Donald Osseller, c'est que il a tout conçu dans sa tête avant de le faire sur l'ordinateur. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une logique. C'est-à-dire qu'il avait dans sa tête l'idée qu'il y aurait une pièce qui servirait à faire un chemin pour la suivante, et que la suivante servirait à débloquer les troisièmes, etc.
Et tu retrouves toute cette logique quand tu résous le casse-tête. C'est pas du tout quelque chose de désordonné où bah, tu t'avances à l'aveuglette et tu dis bon bah j'essaye ici, ah c'est pas ça, bon bah c'est peut-être comme ça, alors bah, c'est pas ça non plus, etc. Un autre designer qui fait vraiment des très très bons designs, c'est Grégory Benedetti, qui est du sud de la France et que j'ai rencontré. Et lui c'est pareil, il a toujours des idées en tête. Et il fait des designs vraiment originaux, avec des mouvements compliqués, enfin des mouvements très originaux en fait. Et ces puzzles comme le Dédalus par exemple, qui est assez connu, il y a le Blind Burr, il a fait toute une série de casse-têtes vraiment intéressants. Et puis dans le monde du beurre, il y a vraiment les deux designers les plus prolifiques, qui sont Stéphane Chomine et Alphonse Ekmans. Alors là, c'est des avalanches et des avalanches de création. C'est bien que justement de soutenir nos créateurs français, il y en a beaucoup et qui sont vraiment talentueux. Du coup, parmi tous ces puzzles que tu nous as dit, est-ce qu'il y a un puzzle que tu rêverais d'avoir? Ah, c'est pas évident ça comme question. Je viens de montrer l'Ultrabur, et en fait, ce n'était qu'une étape intermédiaire vers un autre puzzle identique, mais beaucoup plus complexe, qui s'appelle le Shoronzon. Il a été publié et personne ne l'a jamais fabriqué. Et je rêve de le voir fabriquer un jour. Et en dehors de ça, il y a un genre de puzzle, je vais te montrer, deux puzzles assez curieux que j'ai fait, et je me demande si on pourrait pas faire quelque chose d'encore mieux avec. Voilà, donc là je vais montrer celui-ci, un 18 pièces, et deux 18 pièces jumeaux. Donc ce casse-tête là, c'est un design qui a été fait par Alphonse Ekmans, et qui a été fabriqué par Maurice Vigourou. Alphonse l'a fabriqué aussi, hein, j'ai eu les deux. Et c'est un casse-tête à 18 pièces qui a 150 mouvements pour retirer une pièce. Donc c'est une très très longue séquence. Et ensuite, il y a un autre designer et fabricant qui est extraordinaire, qui s'appelle Stéphane Baumeger, et qui a eu l'idée de faire ceci, c'est-à-dire de faire deux casse-têtes de 18 pièces reliés l'un à l'autre. Et donc on a repris cette idée, j'ai repris cette idée avec Maurice, et ici, là, ce que je tiens dans les mains, ce sont deux casse-têtes Tyros, qui font chacun 150 mouvements, mais qui sont rejoints par le milieu. Ce qui fait que ça complique tout. Donc on est obligé de résoudre les deux en même temps. Et après, ça bloque tout. On est obligé de faire encore autre chose. Il y a 200 mouvements, un peu plus de 200 mouvements pour ouvrir ça. Et ce qui serait génial, je ne sais pas si c'est possible de le faire, ce serait de faire en sorte qu'à chaque mouvement de l'un, il faille résoudre toute une séquence de l'autre pour arriver à progresser. Et là, on pourrait dépasser le millier de mouvements. Mais sans que ce soit désordonné, tu vois. Tu apprends à faire le casse-tête de base, et une fois que tu sais faire, tu apprends à résoudre les jumeaux. Mais je sais pas si c'est possible de faire ça. Mais peut-être qu'un jour, quelqu'un entendra cette idée et se mettra à faire ce puzzle. Et du coup, question suivante, c'est as-tu des amis qui partagent la même passion? Eh ben oui, hein, quand on se lance à fond dans une passion, on finit toujours par rencontrer des gens formidables. Donc j'ai rencontré en premier dans la ville de Lyon Jean-Baptiste Jacquin, qui avait organisé un meeting sur le thème du casse-tête. Et donc j'en ai entendu parler sur le web, et je l'ai rejoint, et puis il est lui-même collectionneur, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et les années suivantes, tous les ans, on s'est réunis dans un bar à jeux lyonnais qui s'appelle « Moi je m'en fous, je triche », c'est le nom du bar, et dans lequel il y a des centaines de jeux, et il y a des journées thématiques. Donc tous les ans, on a fait une journée thématique sur le thème des casse-têtes, et en invitant les collectionneurs de France, et également, comme c'est un bar à jeux, c'est vraiment ouvert à tout le monde, et les gens viennent l'après-midi pour découvrir les casse-têtes. Mais bon, là, avec les restrictions, toutes les associations et les salles associatives sont fermées, donc cette année, on n'a pas pu le faire. Mais dès que tout le monde est vacciné, on recommence. C'est super, j'aime bien cette idée où justement les gens organisent des meetings et on se retrouve tous ensemble à partager des idées, et des casse-têtes. C'est vraiment super, c'est un super concept. Du coup, merci pour ces premières réponses, et donc on va passer à la partie suivante où là je vais te demander d'identifier un puzzle de ta collection pour chaque question, et tu vas pouvoir nous montrer ce casse-tête si tu l'as avec toi. Donc première question, quel est ton puzzle préféré jusqu'à aujourd'hui? Ah, eh ben je dirais qu'il y en a tout un tas. Alors, ça va être difficile d'en choisir un et d'écarter les autres.
Alors il y en a un qu'on va éliminer qui est l'Ultrabur, puisqu'on en a déjà parlé, c'est un de mes préférés. On a également montré le Tyros qui est un de mes préférés, donc je vais en montrer un qui est un casse-tête assez ultime. Et il existe un site web sur lequel il y a des tas de designs qui sont publiés, qui s'appelle Puzzle Will Be Played, et on est tombé là-dessus, avec Maurice, sur ceci. Et donc c'est un 36 pièces, c'est-à-dire la taille au-dessus, qui a été conçu par CK Lung. Et on a réussi à le contacter, après pas mal de difficultés, pour lui demander la permission d'en fabriquer. Et le résultat, c'est ça, c'est un casse-tête où il y a à peu près, disons, peut-être 70 mouvements pour enlever une pièce. Alors ça paraît moins compliqué qu'un Tyros ou moins riche, mais en fait, une fois que tu as enlevé une pièce, eh ben, le problème continue, c'est encore des tas de mouvements pour la deuxième, et la troisième, et la quatrième. Et celui-là, c'est assez difficile à expliquer, ce qui fait le charme de ces casse-têtes, parce qu'il n'y a pas que le nombre de mouvements. Il y en a, tu vas suivre une série de mouvements en continu, et puis tu sais pas trop où t'es. Et puis il y en a, comme ceux de Donald Osceola qu'on a vu tout à l'heure, où il y a une logique, et où tu dis, tiens, ça c'est bien, cette pièce, elle bloque toutes les autres, et tout ça. Et là on retrouve un petit peu, des fois c'est un peu par hasard, c'est peut-être même pas voulu, on retrouve des tas de séquences qu'on va réutiliser. Et résoudre ce casse-tête, ça a été vraiment une super expérience. J'ai vraiment adoré. C'est vrai, mais ils sont très jolis en plus parce que les concepteurs se permettent de jouer avec les différents tons de bois et ce qui les rend encore plus jolis à voir et puis à s'amuser avec. Du coup, on peut passer à la prochaine question, c'est est-ce qu'il y a un puzzle que tu n'as pas aimé résoudre? Ah, un puzzle que je n'ai pas aimé résoudre. Il y a un casse-tête, j'ai jamais rien compris à ce casse-tête, c'est un casse-tête de chez Anayama qui s'appelle le Equa, je crois. On peut le résoudre un peu par la force, je sais pas si c'est la bonne solution, j'ai jamais trop compris. Donc cela faisait partie des puzzles que tu n'aimais pas résoudre, mais est-ce qu'il y a au moins un puzzle que tu n'as jamais pu résoudre? Oui, bien sûr, il y a des puzzles que j'ai jamais pu résoudre. Alors, tu as deux catégories de casse-tête qu'on peut pas résoudre. Tu as sur le site de Ishino, Puzzle Will Be Played, des dizaines et des centaines de designs qui sont publiés. La plupart sont insolubles en soi. Donc, si on prend par exemple ce casse-tête-là, une croix à 6 pièces classique, donc il faut effectuer plusieurs mouvements, comme ceci, les uns après les autres, pour arriver à débloquer l'ensemble. Ça, c'est la première partie. Et quand tu as les pièces qui sont démontées, eh ben, il faut retrouver comment ça va. Et là, tu vas arriver à un endroit où les pièces semblent aller ensemble, et puis la dernière, généralement, tu n'arrives pas à la mettre. Dans certains cas, tu vois qu'elle pourrait passer, mais qu'elle ne peut pas rentrer. C'est ce qu'on appelle un assemblage. Et donc, ces différents casse-têtes sont caractérisés par leur nombre d'assemblages, et tu peux avoir plein de possibilités. Par exemple, si c'est pas possible, c'est par exemple tu t'es trompé, il fallait pas mettre celle-là ici, donc tu l'enlèves, t'en mets une autre, et là tu t'aperçois que ça marche. Et ça, c'est la solution. Et quand tu regardes les différents designs qui sont publiés, tu as toujours le nombre de mouvements qui est donné. Par exemple, il faut faire 10 mouvements pour enlever une pièce, et tu as le nombre d'assemblages qui est donné, c'est-à-dire toutes les combinaisons qui sont spatialement possibles, mais certaines ne sont pas des solutions, ne sont pas démontables. Et pour trouver un assemblage, c'est pas évident. Tu vois, il faut essayer, tu dis, est-ce qu'elle va là, celle-là, est-ce que l'autre, elle pourrait aller à côté? Puis des fois, sur des casse-têtes à 18 pièces, comme ça peut prendre 1 heure pour trouver un assemblage. Une fois que tu as trouvé un assemblage, comment tu sais si tu peux le démonter? Si ça se trouve, c'est pas le bon. Donc tu peux chercher, alors au départ, il y en a qui sont faciles, tu vois que ce serait tout bloqué, donc tu élimines en 5 minutes. Puis il y en a où il y a des trucs qui bougent, tu sais pas si c'est le bon ou pas, tu peux y passer une demi-heure. Et la plupart des designs, c'est 1 millier d'assemblages pour une solution. Donc si tu veux le résoudre, toi, c'est pas possible. Il faudrait y passer des années et des années. Et il y en a un qui s'appelle le Félan, de Alphonse Ekman, c'est plus d'1 million d'assemblages pour une solution. Donc, et des fois, même l'ordinateur, lui, il mouline, il effectue plusieurs millions d'essais par seconde, et ça lui prend plusieurs secondes pour trouver la solution. Donc imagine, pour nous, c'est impossible. Alors après, la vraie question que tu me poses, c'est dans les casse-têtes qui marchent vraiment, que les gens ont résolu, sur lesquels moi je me suis planté. Alors oui, je pense que la plupart des boîtes secrètes. Je suis nul en boîtes secrètes. Je prends la boîte, je secoue, je vois rien. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? D'accord. Merci pour cette réponse, Guillaume.
Du coup, prochaine question. Tu nous as montré beaucoup de puzzles qui prennent beaucoup de temps à résoudre. Mais lequel puzzle que tu as pu compléter t'a pris le plus de temps? Alors, le casse-tête qui m'a pris le plus de temps à résoudre, alors on va remonter loin dans le passé. On va remonter, j'avais 12 ans, et il y avait encore des casse-têtes à jeu dans les supermarchés, et dans leur catalogue, il y avait un casse-tête qui était réputé plus difficile que tous les autres. C'est celui-ci, c'est le triple croix. Et c'était le seul à avoir 6 étoiles sur 6 dans tout le catalogue. C'est un casse-tête qui a été conçu par Jean-Paul Pierlot, un Français, à une époque où il n'y avait pas du tout Burtools, il n'y avait pas les ordinateurs, rien. Donc il a vraiment conçu ça avec un papier et un crayon. Et j'avais demandé à l'époque à quelqu'un de le démonter sans que je le voie, et je suis reparti des pièces détachées. Et donc je venais juste de faire la petite croix à 6 pièces, là, de Philippe Dubois, et donc je m'attaquais à l'étape au-dessus, mon premier 18 pièces. J'avais toutes les pièces détachées. J'avais commencé à regarder un petit peu pour comprendre comment ça marchait. Puis au bout d'un moment, je me suis dit je vais m'y mettre sérieusement. Je suis monté dans ma chambre. En 3 heures, j'ai réussi à trouver où est-ce que les pièces allaient aller. Mais il me restait dans la main la pièce la plus compliquée. J'ai dû tout redéfaire et tout refaire. Et ça m'a pris 6 heures de plus. Et à l'issue de ça, j'étais super content d'avoir réussi à le résoudre, quoi. Ça m'a pris 10 heures au total. Mais c'est variable, parce que tu peux avoir des casse-têtes dans les casse-têtes. Et quand je dis un casse-tête dans les casse-têtes, je plaisante pas. Ceci est un casse-tête tout à fait particulier. Ça ressemble, vu de l'extérieur, à un simple casse-tête à 18 pièces. Sauf que y a eu une mode, il n'y a pas très longtemps, de cacher des choses à l'intérieur des casse-têtes. Donc ceci, c'est le vu de dehors, c'est rien d'autre que le casse-tête L'Ange Whopper Casino de Alphonse Ekmans. Et à l'intérieur, il a fait en sorte qu'il y ait 4 petits cubes. Sauf que Maurice Vigouroux, il a une autre spécialité, les miniatures. Et il s'est dit, mais au lieu de mettre 4 cubes à l'intérieur de ce casse-tête, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas 4 petits casse-têtes? Et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Un petit casse-tête. Donc ça, c'était un très joli projet de Maurice Vigouroux, ça. D'arriver à faire des casse-têtes miniatures enfermés dans des grands casse-têtes. Eh ben, là, du coup, j'imagine que des casse-têtes comme ça prennent beaucoup de temps. Et du coup, est-ce qu'il y a un puzzle, un casse-tête que tu résous en ce moment? Eh ben, en ce moment... non, je suis pas en train de résoudre un puzzle en ce moment. Parce que ce qui se passe, c'est que Maurice Vigouroux, il n'arrête pas d'en fabriquer. Et j'en reçois des avalanches. Et j'ai pas le temps de les résoudre. Il fabrique plus vite que j'arrive à les résoudre. D'accord. Et du coup, peut-être que parmi tous ces casse-têtes que tu as en ce moment, est-ce qu'il y en a un que tu t'es mis en tête de résoudre d'ici la fin de l'année? Il y a des casse-têtes que je connais pas encore bien et que je trouve absolument fabuleux. Je voudrais m'y remettre un petit peu. Je vais te les montrer. Ce sont des casse-têtes qui sont faits par un fabricant tchèque qui est bien connu, qui s'appelle Václav Obchivač, et son nom c'est Vin & Co, le nom de son site. Je vais te montrer ce qu'il a fait, c'est extraordinaire, et je pense que c'est assez méconnu, et injustement. Alors ça commence par celui-ci, qu'il appelle l'Icosaèdre 92, je crois, et qui est un casse-tête assez extraordinaire, donc ça fait un moment que je l'ai, celui-là je connais la solution. Ça ressemble à un casse-tête sans intérêt à première vue, c'est des boules qui sont reliées ensemble par des tenons, mais en réalité c'est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Quand on commence à retirer les pièces, on peut voir à l'intérieur que la structure n'est pas du tout celle à laquelle on s'attend. C'est carrément des pièces traversantes comme ça, on se dit mais... Et tout est carré à l'intérieur. On se dit mais c'est pas possible, comment il peut y avoir des angles droits dans cette structure? Donc j'ai les deux tailles au-dessus. Il y a ici l'icosaèdre, il y a 1, 2, 3, 4, avec 5 boules par arête. C'est un peu la même structure, mais il a fallu tout transformer pour arriver à rajouter un étage. Et alors celui-ci, je sais pas encore bien le faire. Et après celui-ci, le pire c'est qu'il s'est pas arrêté. Il y a le monstre de la taille au-dessus. Et donc à chaque fois qu'il rajoute un étage, ça change tout à la structure à l'intérieur. Du coup, je te souhaite bon courage le jour où tu t'y mets.
Mais ouais, ça a l'air sympa. Du coup, parmi tous ces puzzles que tu nous as montrés jusqu'à présent, est-ce que en tête, là, directement, tu aurais un puzzle que tu recommanderais aux débutants? Alors tout à fait, si on arrive à le trouver, si vous voulez découvrir tous ces casse-têtes entrecroisés, là, les bursts, pour pas vous lancer dans un truc trop compliqué, prenez la croix de Philippe Dubois, qui est la croix de niveau 6.4. Ça veut dire qu'il faut 6 mouvements pour enlever la première pièce et 4 pour enlever la seconde. Et celui-ci, donc là, c'est une version qui a été faite par Arjeux. C'est d'ailleurs très controversé parce qu'à l'époque, Arjeux ne mentionnait pas les créateurs. Et donc, quand on achetait ça, on ne savait pas du tout qui l'avait conçu. On pensait que c'était une invention d'Arjeux, alors qu'en fait, c'est un créateur israélien qui a fait ça, Philippe Dubois, qui est décédé récemment et qui a fait des choses extraordinaires. Hein. On peut voir sur le site de John Roche des œuvres gigantesques avec 120 pièces identiques qui tiennent comme par magie. Et ce casse-tête-là, ce qui est intéressant, c'est que il est assez simple et logique à refaire. Il n'a que 2 assemblages pour une solution. Donc il y a un cul-de-sac éventuel, et après, à côté, il y a la solution. Donc on peut tout à fait se débrouiller sans avoir recours à l'informatique. Et en même temps, le casse-tête est assez logique et assez sympathique. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une bonne porte d'entrée. D'accord. Merci Guillaume de partager ce puzzle pour nos futurs débutants en résolution de casse-tête. Donc maintenant qu'on a eu un petit aperçu de ta collection, est-ce que tu voudrais peut-être nous faire un tour de toute ta collection ou d'une partie? Ok. Donc ça, c'est le meuble principal. Je vais m'approcher un petit peu pour qu'on voit les différents casse-têtes. Donc pas mal de casse-têtes de Vinco, j'adore ce qu'il fait, c'est des casse-têtes magnifiques, souvent assez simples. Et ici on a des tas de petites miniatures. Maurice adore faire des casse-têtes miniatures. D'accord. Des casse-têtes à 6 pièces. On a des ultra mini miniatures. Wow. Nous avons ici un casse-tête 18 pièces qui marche parfaitement. Wow. Et ici, on a un des petits qu'il a fait. Donc là, il a dû le faire en laiton parce que le bois était trop fragile. Ouais. Wow. C'est un casse-tête de 18 pièces. Il pèse 1,5 g. Nous avons ici, j'adore les croix à 6 pièces, hein, j'en ai pas mal, avec des croix plus ou moins compliquées. Donc celle-ci, qui est unique, c'est la Abad Most Assemblies. Elle est tout à fait originale. Si vous voulez une croix à 6 pièces originale, faites-vous fabriquer celle-là. On a là quelques casse-têtes d'hiver. Ça, c'est Juno qui fait ça, j'adore. Ces casse-têtes qui ne sont pas cubiques et qui ont des pièces qui s'entrecroisent avec des angles inhabituels. Là, tout un tas de casse-têtes en boîte. Un autre casse-tête avec une miniature dedans. Ici, le dual box de virgule. Normalement, on peut y mettre un cube. Mais Maurice, il y avait une petite miniature. Alors, je m'aperçois à peine. Et Stéphane Chaumin aussi, il fait des casse-têtes anniversaire. Donc ici, on a ma date de naissance, c'est le casse-tête 1975. Là, il y a une catégorie de casse-tête que j'adore ici, c'est les boîtes qui contiennent 6 pièces. Alors là, j'ai toute la collection. Le château d'If, une boîte de Grégory Benedetti avec la cage en 2 morceaux. Là, il y a aussi toute la série des cassettes qui ont été documentées par Seward Coffin. Ce sont les Diagonal Burr. Donc celui-là est assez classique, 24 pièces. Sur du Vinco. Pas de petits beurre, c'est entrecroisé. Et puis, moi je trouve que la bonne taille, pour les 18 pièces, c'est plutôt cette taille-là. On se tient mieux en main, c'est plus pratique, c'est plus agréable à résoudre dans cette taille-là. Ça, c'est le Super Nova. Et les 18 pièces, le plus grand nombre de mouvements. 162 mouvements pour les 18. Ça, c'est un casse-tête que j'adore aussi, c'est le chat de Frank Vorel. Ça, c'est Stéphane Chaumin qui m'a fait une copie en chaîne. D'accord. Chaumin, il habite vers Chambéry, donc je le connais facilement. Et je trouve que ce design, le chat de Vorel, ou hashtag aussi, on l'appelle, il est vraiment génial. Il est incroyablement compliqué pour 4 petites pièces comme ça. Là aussi, c'est un casse-tête que j'adore, c'est le X-Tix. C'est le X-Tix Revisited de Bill Cutler. Il est beaucoup plus compliqué que le X-Tix original. Ici, un petit chef-d'œuvre de Maurice, là, c'est une des boîtes les plus compliquées qu'il y a fait. Donc c'est le Dice
le Dice 3, je crois, de Angel Jetro. Là, donc encore une production industrielle de Maurice. Alors ici, on a des très bonnes casse-têtes, le casse-tête au milieu est fait par Yoichi Yanamose, qui est le même qui a fait le Sequential Discovery STDB Master. Et donc celui-ci est absolument magnifique, qui a fait que est plus cher que je me suis payé. Il représente 5 tétraèdres imbriqués, mais avec 30 pièces différentes. Alors, un concept incroyable. Et ici aussi, on a des casse-têtes assez massifs, du réuni là-dedans. Et bon, ici, tu peux voir un grand classique, à gauche, je la connais, là, le grand modèle ici. Et puis il y a son jumeau ici, qu'on appelle le Woodchuck, avec des pièces en 20%. Et celui-ci est beaucoup plus intéressant. C'est très amusant à faire, celui-ci, beaucoup plus que le japonais. Il y a quelques autres casse-têtes ici. Sacrée collection en tout cas. Du coup, la prochaine question va être assez directe, je pense, mais c'était si tu faisais partie des personnes qui gardaient tous les casse-têtes qu'ils achetaient au cours des années, ou alors vous êtes plutôt quelqu'un qui va recycler, on va dire, et qui va jouer avec un casse-tête et peut-être le donner à un ami ou le revendre. Donc j'imagine que vu ta collection, tu dois être quelqu'un plutôt qui accumule les casse-têtes, non? Ah ouais, moi j'ai ce défaut, j'amasse. D'ailleurs, dans la famille, dans les maisons de famille, les garages sont pleins jusqu'au plafond. C'est une manie chez nous de rien jeter. Et je pense que vu la complexité des puzzles que tu résous en ce moment, la prochaine question était, est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui va résoudre un puzzle à la fois jusqu'à que tu le finisses et passer à un autre puzzle, ou est-ce que tu vas être une personne qui va résoudre plusieurs casse-têtes en même temps? Moi, j'ai plutôt tendance à me concentrer sur un casse-tête à la fois. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est me plonger dedans. Tu as deux types de casse-têtes. Tu as les casse-têtes qui ressemblent à des objets impossibles, comme la petite pyramide à 2 pièces. Tu te dis, bah ça marche pas, c'est pas possible. Et puis au bout d'un moment, tu as le déclic. Et là, c'est super, parce que tu découvres, ah, mais c'est impossible. Mais comment c'est possible? Et puis tu as les casse-têtes où tu vas beaucoup plus avancer petit à petit et découvrir des choses comme les gros Rubik's Cube compliqués, les bursts avec un grand labyrinthe à explorer. Et là-dessus, on peut se perdre dedans, dans les méandres, et là ça prend beaucoup plus de temps, mais il vaut mieux s'y consacrer là. Ouais, là je fais un casse-tête à la fois. Et du coup, on va passer sur les 2 dernières questions qui vont être un peu plus libres et amusantes. Si jamais demain on te donne 100 € pour acheter un casse-tête, lequel déciderais-tu d'acheter? Alors, qu'est-ce qui serait bien d'acheter en ce moment pour une centaine d'euros? Il y a je crois qu'il y a Emilio chez Casse-Tête Prise de Tête qui a fait des très jolies choses dernièrement. Il faut aller voir ce qu'il y a disponible chez lui. Et du coup, dernière question pour finir cette interview, Guillaume. Il y a beaucoup de pays avec beaucoup de designers qui font des choses magnifiques. Et si jamais tu aurais l'occasion d'aller dans un autre pays pour acheter des casse-têtes de ce designer, où irais-tu? Waouh! Où est-ce que j'aimerais aller? J'aimerais aller en Australie, rendre visite à Juno et à Brian Young. Et en particulier Juno, quand il fait des trucs, les deux font des trucs magnifiques. Et Juno en particulier, toutes ses créations avec toutes les pièces qui s'entrecroisent avec des angles incroyables. Ouais, j'aimerais bien aller voir son atelier, lui. Ouais. C'est vrai, ils ont l'air vraiment d'être très doués dans ce qu'ils font et font des choses vraiment magnifiques. Très, très bon choix. Écoute Guillaume, encore merci, et si tu parviens justement un jour après cette situation actuelle du Covid à aller rendre visite à Juno et à Brian Young en Australie, ben tiens-nous au courant, dis-nous comment ça s'est passé, si tu as eu l'occasion justement de partager un incroyable moment avec eux. Moi je te dis encore une fois un grand merci et à bientôt. J'espère que tu as apprécié cette interview et que tu as passé un bon moment. Ah ouais, c'était super. C'était super. Merci à toi de faire tout ça. And that's all for today's episode. It was a pleasure to meet Guillaume. I hope you did enjoy this interview. If you did, don't forget to like this video and to subscribe to the channel. I see you next week for a new video. Tschüss!